Il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a regagné hier le pays à l'issue d'une double mission en Éthiopie. Et la Turquie accueille une conférence internationale pour dénoncer le génocide à Gaza. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays hier en milieu d'après-midi à l'issue d'une double émission en Éthiopie où il a participé au deuxième sommet africain sur le climat et pris part à la cérémonie d'inauguration officielle du grand barrage de la Renaissance d'Éthiopie, infrastructure hydroélectrique. La participation du président Guelleh au deuxième sommet africain sur le climat a essentiellement été marquée par une allocution qu'il fit à la tribune de cet événement. Il avait dans cette intervention décliné les grandes lignes d'un processus susceptible d'aider l'Afrique à atténuer la portée des conséquences hautement dommageables du phénomène de réchauffement climatique. Il s'était ensuite livré dans cette même allocution à l'inventaire global de mesures et projets de nature à assurer aux pays africains une adaptation et transition énergétique viable. Outre la participation à ce sommet, le président Guelleh avait aussi, dans le cadre de ce dernier déplacement en Éthiopie, pris part hier mardi à l'inauguration du grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie, immense infrastructure hydroélectrique. Et comme à son habitude aussi, le chef de l'État n'a pas manqué non plus de mettre à profit ce déplacement en Éthiopie pour s'entretenir en marge avec les principaux responsables politiques de ce pays, notamment avec le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. Il a, au chapitre des rencontres bilatérales, eu également des entretiens avec son homologue somalien, Hassan Sheikh Mahmoud. Et nous restons dans la capitale éthiopienne, réunis donc en Éthiopie pour le deuxième sommet africain sur le climat. Les dirigeants du continent ont adopté la déclaration d'Addis Abeba. Ce texte ambitieux place l'Afrique au premier plan de la lutte mondiale contre le changement climatique en affirmant son leadership et en proposant des solutions adaptées à ces réalités. L'un des engagements phares de la déclaration est la mobilisation de 50 milliards de dollars par an afin de financer des projets climatiques catalytiques. Les chefs d'État insistent sur la nécessité d'un financement juste, prévisible et accessible tout en appelant à une réforme profonde du système mondial de financement climatique et à la mise en œuvre rapide du fonds pour pertes et dommages. Le sommet a également vu la naissance du Africa Climate Innovation Compact, un pacte qui vise à générer 1000 solutions climatiques africaines d'ici 2030. Ces solutions concerneront des secteurs clés tels que l'énergie renouvelable, l'agriculture durable, la gestion de l'eau, le transport et la résilience des communautés. Les dirigeants ont par ailleurs insisté sur la nécessité de garantir la souveraineté africaine sur les données climatiques désormais considérées comme un enjeu stratégique majeur. La déclaration d'Addis Abeba érige les solutions fondées sur la nature en pilier de la transition climatique. L'initiative Green Legacy de l'Éthiopie a été saluée comme un modèle continental, tandis que d'autres programmes tels que la Grande Muraille Verte et l'initiative africaine de restauration des paysages forestiers bénéficieront, elles, d'un soutien renforcé. Au-delà des chiffres, les dirigeants africains affirment également une vision politique claire, transformer la vulnérabilité en leadership. Ils plaident pour une transition juste et inclusive en garantissant la participation des jeunes, des femmes et des communautés autochtones. L'Afrique ne demande pas la charité, mais appelle à des investissements dans une vision durable et ambitieuse, à résumer un responsable. La déclaration promet aussi des retombées concrètes, création de millions d'emplois verts, amélioration de la sécurité alimentaire, renforcement de la stabilité régionale et contribution directe aux objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Avec cette déclaration, enfin, l'Afrique affirme sa volonté d'être un acteur incontournable de l'action climatique mondiale, non pas comme victime, mais comme force de proposition. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Turquie, Aden Hussein Abdillahi, a été reçu hier mercredi par Abdulkadir Uraloglu, ministre des Transports et des Infrastructures.
Cette rencontre s'est tenue dans le bureau du cabinet du ministre en présence du député du parti AK pour la démocratie et président du groupe d'amitié Turquie-Djibouti. L'objectif principal de cet échange a été d'évaluer l'état de la coopération bilatérale entre la Turquie et Djibouti ainsi que d'examiner les perspectives de développement dans divers domaines liés au transport et à la logistique. En tant que président de la commission économique mixte Turquie-Djibouti, le ministre turc des Transports a évalué les mesures qui feront progresser les relations et les investissements futurs de nos pays. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du suivi du projet d'amélioration des infrastructures de transport qui constitue un volet essentiel du partenariat entre nos deux pays. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Doual Saïd Mahmoud, a reçu aujourd'hui dans son bureau Madame Bit Dastel, représentante résidente de l'UNICEF, dans le cadre d'une visite de courtoisie et de concertation sur les perspectives de coopération entre l'ANPH et l'UNICEF. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de renforcement des partenariats stratégiques visant à améliorer les conditions de vie et l'inclusion des enfants en situation de handicap à Djibouti. Les échanges ont porté sur l'accès à l'éducation inclusive pour les enfants vivant avec un handicap, la sensibilisation communautaire sur le droit des enfants handicapés, ainsi que le soutien technique et financier pour la mise en œuvre des projets conjoints. Le directeur général de l'agence a salué l'engagement de l'UNICEF en faveur de la protection du développement des enfants à Djibouti et de son côté, l'UNICEF a réaffirmé la disponibilité de l'agence à accompagner les efforts du gouvernement djiboutien dans la promotion des droits des personnes handicapées, particulièrement les enfants. Ensuite, le directeur général de l'ANPH et la représentante de l'UNICEF ont inauguré la salle d'attente pour les enfants handicapés au centre d'adaptation orthopédique et de réhabilitation, l'hôpital Cheikho de Balbala. Suivons à présent la réaction de la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Très fière d'être à côté de mon ami, le directeur général des ANPH. On se trouve aujourd'hui à l'hôpital de Cheikho à Balbala et je suis très fière et émue de rester ici avec vous dans le centre qui sert les enfants handicapés, les enfants avec un besoin spécial. On a regardé aujourd'hui par exemple le petit Mohamed qui est en train de jouer et en tant que l'UNICEF, on reste à vos côtés. On va continuer avec vous de travailler pour ces enfants qui ont besoin de nous plus que tout le monde. Et de son côté, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Doual Saïd Mahmoud, a remercié l'UNICEF ainsi que tous les partenaires à l'UNICEF pour ce soutien et cette aide indéfectible donc de l'agence onusienne pour soutenir les enfants et les personnes handicapées en général ici en République de Djibouti. Dans l'actualité également, dans le cadre de la lutte contre les maladies vectorielles, la direction de l'hôpital régional Dr Absiye d'Ali Sabié a lancé une opération de grande envergure visant à protéger la population contre la prolifération des mouches, moustiques et autres vecteurs de maladies. Cette initiative, qui s'inscrit dans une stratégie de prévention sanitaire, comprend des activités de pulvérisation, de sensibilisation communautaire ainsi que l'assèchement des gîtes larvaires dans les différents quartiers et marchés de la ville d'Ali Sabié. Le directeur général par intérim de l'hôpital régional Dr Absiye, Mohamed Miguel Hassan, en étroite collaboration avec son équipe sanitaire, a mis en place un plan d'action rigoureux afin d'assurer le bon déroulement de cette campagne. Des plannings ont été établis et tous les moyens logistiques nécessaires ont été mobilisés pour permettre aux équipes de terrain de mener des opérations dans les meilleures conditions. L'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, a organisé aujourd'hui au Sheraton Hotel une réunion de rencontres et d'échanges entre les anciens et les nouveaux boursiers. Cet événement a offert une occasion privilégiée de partage d'expériences, de conseils et de témoignages entre ceux qui ont déjà bénéficié des programmes de formation et ceux qui s'apprêtent à entamer leur parcours académique au Japon. À travers cette initiative, l'agence japonaise de coopération entend renforcer les liens entre les différentes générations de boursiers, promouvoir l'esprit de solidarité et encourager la réussite des nouveaux bénéficiaires. Les participants ont exprimé leur gratitude envers l'agence de coopération japonaise pour son engagement constant en faveur du développement des ressources humaines et de la coopération bilatérale entre le Japon et la République de Djibouti.
très contente de savoir que les anciens diplômés font déjà de grands travaux sur la base des expériences acquises au Japon. Ils sont l'espoir pour l'avenir du Japon et du Djibouti. Et suivons à présent l'intervention du chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Japon à Djibouti. Pour les 2 nouveaux étudiants qui s'apprêtent à partir, je vous souhaite plein de succès dans vos études et un séjour agréable. J'espère que vous profiterez de cette opportunité pour approfondir votre compréhension du Japon en vous intéressant à notre culture, notre tradition et notre société. Je vous encourage également à établir de bonnes relations avec vos prédécesseurs présents aujourd'hui et à bénéficier de leurs conseils pour vivre une expérience d'études enrichissante au Japon. Et dans le dossier de cette édition, nous allons revenir sur ce mouvement qui a vu le jour à la suite de la Semaine nationale du bénévolat et du civisme qui a permis de sélectionner les élèves et encadreurs sur la base de leur implication dans les activités socio-éducatives. Ces éclaireurs de Djibouti défendent des valeurs telles que le respect, la solidarité, la responsabilité et l'altruisme. Reportage. Rallumer la flamme du civisme et porter haut les couleurs du patriotisme. Des mots qui sonnent comme une promesse et qui pourraient devenir le leitmotiv d'une génération prête à s'impliquer pleinement dans la vie sociale et à cultiver l'amour de la patrie et le sens des responsabilités. C'est ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, a lancé officiellement le mouvement Les éclaireurs de Djibouti, avec 140 élèves et enseignants issus de toutes les écoles du pays. Le pari est audacieux, former une jeunesse active et fière d'appartenir à une nation, car rien n'est plus primordial que de bâtir une nouvelle génération de jeunes citoyens engagés. Zoom sur ce mouvement qui a vu le jour à la suite de la Semaine nationale du bénévolat et du civisme, laquelle qui a permis de sélectionner les élèves et encadreurs sur les bases de leur implication dans les activités socio-éducatives. Les éclaireurs de Djibouti défendent des valeurs telles que le respect, la solidarité, la responsabilité et l'altruisme. Des qualités que le MEMFOB entend promouvoir comme piliers de développement personnel et de l'intégration sociale. Loin d'être une simple campagne, c'est un véritable sursaut éducatif et moral. Des esprits critiques mais loyaux, francs et honnêtes, justes, mais surtout fidèles à leurs racines. Après les mots, les actes. Les tout premiers pas des éclaireurs ont eu lieu à la veille du grand défilé militaire, lorsque les grandes artères de la capitale ont résonné au pas condensé des élèves éclaireurs venus des différents établissements scolaires du pays et accompagnés des élèves de l'école de l'excellence. Vêtus de leur uniforme, les élèves ont défilé avec discipline et fierté devant un public nombreux et enthousiaste. Encadrés et formés avec rigueur par les instructeurs de la police nationale, ces jeunes ont reçu pendant plusieurs semaines un apprentissage centré sur la rigueur, la cohésion, la discipline collective et le sens du devoir citoyen. Par cette participation, ils ont pu ressentir concrètement l'importance de l'unité nationale et de l'attachement au symbole de la République. Ces engagements citoyens, renforcés par l'appui des institutions comme la police nationale et le système éducatif, témoignent de la volonté du pays de former des générations responsables, solidaires et profondément attachées aux valeurs de la République. Ces jeunes l'ont bien compris. Le patriotisme, c'est l'amour et le dévouement envers sa patrie.
c'est un sentiment d'appartenance et la volonté de promouvoir son bien-être. Et dans l'actualité régionale, l'Éthiopie a célébré aujourd'hui, jeudi 11 septembre 2025, le nouvel an éthiopien, marquant ainsi le début de l'année 2018 selon le calendrier éthiopien. Cette célébration est l'une des plus importantes du pays, reflétant ainsi le patriotisme culturel et traditionnel du peuple éthiopien. Regardez. Nous restons dans la région où les jeunes du Kenya et de l'Ouganda mènent la révolution agricole numérique selon le FIDA, dans une évolution positive qui annonce un avenir prometteur pour l'agriculture dans la Corne de l'Afrique. Un rapport récent du Fonds international de développement agricole a mis en lumière le rôle central des jeunes dans la transformation du secteur agricole, passant d'un simple moyen de subsistance à une activité commerciale rentable et en pleine croissance grâce à l'innovation et à l'utilisation des technologies modernes. Au Kenya, des jeunes entrepreneurs conduisent des innovations numériques basées sur l'intelligence artificielle pour relever les défis agricoles. Et en nouvelles du monde, la Turquie accueille dès ce jeudi à Istanbul et Şanlıurfa une table ronde internationale placée sous le slogan « Stop au génocide à Gaza, stop à l'occupation », engageant une véritable coopération humanitaire. L'événement, qui s'étend sur 2 jours, réunit des responsables religieux, politiques et intellectuels venus de divers pays. Objectif affiché, appeler donc à la cessation de la guerre en cours dans la bande de Gaza, défendre des lieux saints musulmans et chrétiens en Palestine et instaurer une plateforme de dialogue favorisant une coopération spirituelle et humanitaire entre peuples et religions au service de la cause palestinienne. Et enfin, des orages et des crues soudaines ont causé des dégâts importants dans plusieurs régions du Maroc. Des violentes intempéries se sont abattues cette semaine sur le royaume, provoquant des inondations torrentielles. Les médias locaux parlent d'un bilan matériel considérable affectant habitats, infrastructures agricoles et réseaux routiers. Il y a eu des orages, mais également des mesures et précautions nécessaires ont été prises et à la préparation des matériels fournis par l'administration. Les inondations ont perturbé entre Marrakech et Moulay Brahim. Et enfin, selon l'UNICEF, l'obésité dépasse pour la première fois l'insuffisance pondérale chez les enfants d'âge scolaire et les adolescents du monde entier. C'est ce que révèle un rapport de l'UNICEF publié hier. Selon le document intitulé Feeding Profit, How Food Environment has Failing Children, un enfant sur 10 dans le monde vit avec l'obésité. En cause les nouvelles habitudes alimentaires tournées vers les aliments ultra transformés. L'obésité dépasse désormais l'insuffisance pondérale dans toutes les régions du monde, à l'exception de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud. Le taux le plus élevé est enregistré dans les pays insulaires. Le rapport recommande l'interdiction de la fourniture ou la vente d'aliments ultra transformés et de la malbouffe dans les écoles et interdit également le marketing et le parrainage alimentaire dans les écoles. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.